Bonjour, bonsoir, c'est vous qui voyez. Aujourd'hui, on se retrouve dans le récap des films de janvier, et j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu 2, mais bon, la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude. Le premier film vu cette année, une fan d'exception. C'est simple, ce film est d'utilité publique, en plus d'être un excellent biopic et film d'époque. Je suis allé le voir, voilà, en me disant que ça serait cool, et puis voilà, mais vraiment, ce film est important. J'ai juste un peu peur que ce film finisse un peu comme BlacKkKlansman, c'est-à-dire qu'il ne prêche que des convaincus et qu'il n'arrive pas dans la sphère beaucoup plus générale où il a sa place et où il est même nécessaire. Mais bon, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui s'est passé parce que je l'ai pas vu longtemps, en tout cas dans mon cinéma, donc c'est un peu dommage. Je vais pas parler beaucoup de l'histoire, puisque c'est un biopic. C'est l'histoire des jeunes années de Ruth Bader Ginsburg, qui siège aujourd'hui à la Cour suprême et est l'une des plus grandes figures progressistes des États-Unis. D'ailleurs, on la voit à la fin du film. Le film est très très bon. Honnêtement, je pense que c'est un excellent film. Les acteurs sont tellement justes et ils ont tellement travaillé le réalisme que plusieurs fois, j'ai eu l'impression de regarder un documentaire. Ce qui était intéressant aussi, c'était qu'il n'est pas tombé dans l'exagération, dans la victimisation. C'est un film qui travaille beaucoup le girl power et le fait de, voilà, d'avoir une situation injuste, elle est là. Et puis vouloir y faire quelque chose, vouloir changer les choses. Ce film, ce qu'il fait très bien, c'est, en nous rappelant des événements des années 60-70, il me semble, et rappelant dans le film lui-même des événements qui se sont passés 100 ans avant, un siècle avant, mais il nous remet dans le contexte des choses qui se passent en ce moment, et des avancées qui sont arrivées, mais les avancées qui ne sont pas encore arrivées. Et c'est vrai qu'avant de voir ce film, je me disais qu'on avait quand même beaucoup avancé sur beaucoup de sujets. En regardant le film, je me suis dit, ah bah pas tant que ça au final, hein. Sans en faire trop, sans que ce soit lourd, et c'est vraiment très bien fait. Je vais pas rester 1000 ans sur l'histoire parce que c'est un biopic, hein. Après, pour parler du son et de la musique, ils travaillent tous les deux aussi très bien le côté réaliste et presque documentaire du film. Ça se traduit notamment au niveau des sons et du sound design par un bruitage très réaliste. Les sons ne sont jamais trop forts, ils sont jamais exagérés, mais ils sont toujours présents, suffisamment présents. Au niveau des sons utilisés aussi, au niveau des bruits des moteurs, etc., le bruit des talons, qu'on entend tout le long du film parce que c'est que des avocats, et donc du coup, et les chaussures des hommes et les chaussures des femmes font du bruit. Tout reste vraiment très naturel, et vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'ai presque eu l'impression de temps en temps que c'était un documentaire. Dans la même veine, la musique est très discrète. Oui, en tant que musicien et compositeur, c'est peut-être un peu dommage. Maintenant, c'est extrêmement raccord avec le film et avec le fait que, pareil, encore une fois, ce soit presque un documentaire, que ce soit le réalisme qui soit ressorti. Dans la réalité, on n'a pas une tonne de musique en permanence. Tout le film travaille vraiment ce côté surréaliste, sauf l'intro. Et c'est vraiment étonnant quelque part entre les deux, parce qu'on a une intro hyper stylisée. Sur l'image, on a une marée, mais vraiment une marée d'hommes en costume sombre avec attaché case qui se déplacent en slow motion. Et on aperçoit sur différents plans donc de cette marée d'hommes qui marche, une femme de temps en temps dans un costume plus clair. L'image, bien que réaliste, est vraiment hyper travaillée, hyper stylisée. Et dans la même veine, on n'a pas du tout de bruitage, on n'a pas de bruit de pas, on n'a pas de bruit de conversation, on n'a pas de bruit de vêtements, on n'a aucun bruit, on a juste la musique d'un chœur uniquement de voix d'homme d'ailleurs, ce qui se fait pas si souvent, un peu style fanfare ou hymne qui résonne, qui est fort, très fort même, pas assourdissant mais qui est très présent, et du coup qui annonce assez cash la couleur. C'est un monde d'hommes, et elle y fait tâche. Cette intro est d'autant plus étonnante avec le reste du film que elle arrive vraiment au tout début. On sait pas qui est qui, on sait pas où on est, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on sait pas de quoi va parler le film. Cette séquence dure au moins 2-3 minutes, voire peut-être même 5 minutes, c'est extrêmement long pour une scène qui a pas de dialogue, qui a pas d'enjeu. Mais l'avantage que ça a, d'un autre côté, c'est que ça met dans de bonnes dispositions pour voir le reste du film, parce que, voilà, c'est une fanfare, c'est une musique qui est faite pour être joyeuse, qui est faite pour rassembler les cœurs d'une certaine manière, donc c'est très rythmé, c'est très joyeux en même temps, c'est très rassembleur, et ça marche vraiment bien, surtout que, encore une fois, c'est tellement différent du reste du film que ce passage est vraiment hyper marquant.
Donc voilà, le film est très très bien, je vous le conseille à vous, je vous demande de le montrer à votre famille, je demande de le montrer à vos amis, à vos enfants, à vos nièces, à vos neveux, à vos cousins, j'en ai rien à faire, vous le montrez aux gens, il est d'utilité publique. Deuxième et dernier film vu en janvier, Bumblebee, qui est un bon film de divertissement, pas prise de tête, mais pas con non plus. Il est clairement mieux que ce que je pensais, il reste léger et l'humour est tellement moins bof que sur les Transformers précédents. J'aime bien les blagues bof de temps en temps, j'aime bien faire ressortir mon côté bof, mais clairement dans les Transformers c'est trop quoi. Là c'est pas le cas. Il y a des personnages très archétypaux comme John Cena par exemple, qui a pas à avoir honte de son jeu d'acteur, il s'en sort plutôt bien, c'est pas ouf mais c'est pas mal. Les parents sont un peu caricaturaux mais c'est pour laisser de la place aux personnages principaux de s'exprimer, et puis c'est sans commune mesure avec ce qu'il y avait dans le premier Transformers. Ça va sans dire, mais encore une fois, les effets spéciaux sont ouf, les Transformers sont beaux, les Decepticons ont un très beau design aussi. Les combats sont très impressionnants, j'ai beaucoup aimé le design de Cybertron au début, tout le passage sur Cybertron d'ailleurs était vraiment très beau. Et pour commencer à parler du son d'ailleurs et la musique, sur Cybertron au tout début, il y a un Decepticon qui parle avec une voix de robot un peu étrange. Les genres de voix de robots qu'on faisait dans les années 80, ça m'a beaucoup fait penser aux joueurs du grenier sur les Transformers d'ailleurs, et c'est toujours une bonne nouvelle. Et ça faisait un peu étrange à côté de tous les autres Transformers qui ont cette voix hyper grave, hyper compressée, hyper impressionnante. Mais je suppose que c'était une référence au dessin animé, je suppose. Je pense qu'il y a plein de références que j'ai pas captées dans le film. Je parlais des voix qui étaient très compressées, c'est comme le son et la musique des Transformers, ça a beaucoup de punch, les sons sont vraiment très travaillés, ça s'entend qu'ils sonnent pas vraiment naturels, c'est raccord avec le côté Transformers, c'est tous des machines, etc. Et surtout avec la science-fiction moderne, je pense que sur les Transformers c'est un peu trop pour moi, surtout qu'en plus dans le film on a la musique des années 80, donc puisque l'histoire se passe dans les années 80, il y a la musique des années 80 qui à l'époque était pas encore hyper compressée. Elles avaient de la compression évidemment à l'époque. C'est dans les années 90-2000 qu'on a vraiment commencé à beaucoup compresser les musiques et les sons. Pour l'information, on a appelé ça la loudness war. Il y a d'autres vidéos qui en parlent très bien déjà, mais comme j'avais dit sur mon vlog, sur le temps d'une ligne, l'avantage de la compression, de beaucoup compresser, c'est que ça rajoute beaucoup de punch, mais on perd beaucoup en feeling. Je pense que ça a influencé mon avis sur la musique parce que dans le film, on a deux parties de musique très distinctes. On a d'un côté les musiques d'époque, donc les musiques des années 80, elles sont toutes intradiégétiques, donc à l'intérieur de la diégèse, c'est-à-dire que ça se passe dans le film, c'est-à-dire que soit ça passe à la radio, soit ça passe dans un lecteur cassette, ou des trucs comme ça. Les personnages l'entendent à l'intérieur du film, et c'est très bien joué. Elles sont toutes parfaitement justifiées, elles collent toutes parfaitement à l'ambiance, et le sens des paroles sur toutes les chansons qui passent sont vraiment hyper raccords et pointent très bien ce qui se passe dans le film. J'ai beaucoup aimé ça, je sais pas comment ils ont fait, mais il y a eu un travail de dingue sur le choix des musiques d'époque et pour toutes les mettre en intradiégétique. Du coup, le passage sur les musiques originales, elles paraissent un peu fades. Alors fade, c'est pas exactement le bon mot, mais parce qu'elles manquent pas du tout de punch, elles manquent pas du tout de... Elles marquent beaucoup, toujours avec ce son très compressé, mais on sent que, par rapport aux autres, elles sont vachement illustratives, et ça se sent beaucoup en comparaison. Je peux trouver ça dommage en tant que compositeur, j'aime bien quand la musique rajoute du sens, mais c'était la volonté du film, c'est la volonté du réalisateur, et... ça reste très raccord sur l'univers Transformers et à l'intérieur du film lui-même. Ce qui rajoute mon avis un peu sur la musique originale un peu fade, c'est aussi qu'elles sont très classiques. On est sur de l'orchestral avec des percussions fat, hyper punchy, hyper compressées. Mais voilà, c'est vrai que ça perd un peu de feeling et c'est un peu artificiel. Alors je sais que c'est raccord avec le film, mais encore une fois, pour moi, je trouve que c'est un peu too much. Au niveau de la spatialisation du film, clairement, il va pas aussi loin que La Prophétie de l'Horloge, mais il y a un moment intéressant de ce point de vue. On a une scène très classique, un peu cliché, où l'héroïne se cache de ses ennemis derrière une caisse, dans un genre d'entrepôt. Hyper cliché. Mais... sur ce passage, du coup, les Decepticons, la menace se trouve derrière elle, et à un moment donné, dans la scène, les Decepticons se retrouvent à l'arrière de la caméra. On voit
que leur ombre projetée sur le mur en face de l'héroïne. Et à ce moment-là, ils ont choisi de mettre les voix des Decepticons, au lieu de les entendre face à nous, on les entend des speakers qui sont à l'arrière. Et ça donne vachement plus d'importance et de tension à cette scène, parce que soudain, on est dans les bottes de cette jeune fille, qui se retrouve face à une menace mortelle contre laquelle elle ne peut absolument pas lutter par elle-même, qui se trouve juste à quelques mètres derrière elle, et on le ressent vraiment sur cette scène, on sent la menace qui pèse juste derrière notre oreille. C'est même pas comme si j'avais vu le film dans une salle avec le Dolby Atmos, avec le son de gueudin, et la spatialisation, comme dans La Prophétie de l'Horloge. Non, je l'ai vu dans une salle normale, avec du 7.1, donc on n'a que 2 speakers à l'arrière, et c'est le genre de choses que j'aimerais voir plus souvent dans un film, parce que honnêtement, ça a rien coûté à la production, et ça, je pense que ça a mis très peu de temps à faire au moment du mixage son du film. Donc voilà, Bumblebee, c'était pas mal. Personnellement, je pense que c'est peut-être mon Transformers préféré jusque-là. Donc voilà, je vous le conseille aussi. C'est tout pour les films de janvier, je sais que c'était un petit peu court, sur ce, je vous dis au mois prochain. Ciao.